Et voilà. Bonsoir. C'est un bon titre. Bon, d'accord. Quel sujet? Alain Robbe-Grillet, le grand Robbe-Grillet. Très bien, on commence tout de suite. Tu as ton magnétophone? Oui, oui. Voilà, c'est prêt. Bon, allons-y. Si nous vous emmenons voir Robbe-Grillet, l'auteur de l'année dernière à Marienbad, vous attendez à quelqu'un de très compliqué. Parce que vous êtes un réputé auteur difficile. Alain Robbe-Grillet, Oh, c'est chiant, mais c'est chiant, je vous le dis. écrivain réputé illisible. C'est que le roman n'est pas facile, son langage est difficile, beaucoup de gens trouvent qu'il est incompréhensible. Je crois que ce qui vous a donné du mal, c'est que vous essayez de faire de ce roman un roman qui ressemble à ce que vous croyez devoir être un roman. Il y a forcément, pour une écriture nouvelle, une difficulté d'insertion dans le public. C'est-à-dire que l'art n'est pas fait pour le public actuel. L'art est fait pour transformer ce public. Voilà, bonsoir, donc public transformable, j'espère un peu, s'il en est besoin. Bienvenue pour cette soirée hommage à Alain Robbe-Grillet, donc. Et j'en remercie immédiatement Olivier Chaudenson, directeur de cette, grâce à lui, précieuse maison. Une soirée hommage donc, qui devrait durer 1h30 à peu près, j'espère. Plus une petite pause, on me dit que c'est un peu expérimental tout ça, mais une petite pause. Et retour pour les questions, pour une séance de questions pour ceux qui voudront, ceux qui en auront sur le cœur. Alors, là en préambule, j'avais prévu de vous dire plein de choses, mais au dernier calcul, je me suis rendu compte qu'on n'aurait pas le temps. Donc, je voulais vous dire par exemple que l'œuvre de Robbe-Grillet s'est évidemment pas arrêtée. Enfin, évidemment non, on a tendance à le négliger ou à ne pas le savoir parfois, qu'elle s'est pas arrêtée au milieu des années 60, qu'elle s'est déployée sur 50 ans, qu'elle s'est d'ailleurs réinventée, renouvelée sans cesse, épanouie peut-être, fleurie même un peu comme on n'imagine pas, ou peu, quand on s'est arrêté à ses premiers livres ou à leur seule réputation. Elle s'est même diversifiée puisqu'elle est devenue double et triple, elle est devenue cinématographique, enfin littéraire, cinématographique et même théorique assez tôt. Et on a même tendance on a coutume de la répartir en 3 ou 4 périodes. C'est pour vous dire que réaborder Alain Robbe-Grillet ce soir par l'œuvre complète en 1h30, bon, on va essayer, hein, mais par jeu. Hein, mission impossible, soyons joueurs. Et d'ailleurs, quand je dis mission impossible, vous du coup piégez un peu, qui est devenu, puisque on n'y arrivera pas. Comment? Je dis, vous partez vaincu, là. Pareil, heureusement, vous rééquilibrez. Mais je trouve qu'avec cette mission impossible, vous piégez, nous, joueurs, du coup. Comment dire, assumant l'impossibilité de la mission, je trouve qu'on est déjà en plein Robbe-Grilletesque. Donc bienvenue et merci. Je ne tarde pas à présenter, donc, puisqu'on n'a pas une seconde, mes 3 joueurs, mes 3 invités de cœur avant tout, et de choix tout autant, puisque on a avec nous ce soir l'honneur et le plaisir d'avoir l'épouse historique d'Alain Robbe-Grillet, historique. 50 ans de complicité. Oui, l'abus de témoin. Mais dites-le dans le micro, je pense que... Vous pouvez même le redire dans le micro, ça sera plus... Alors je répète, l'abus de témoin. L'abus de témoin. Donc, ah oui, là, il faut que je lance un truc. Donc, 50 ans de complicité hors du commun. Cette relation dont vous avez parlé dans un livre qui est sorti en 2012, qui s'appelle Alain, donc voilà.
Vous parlez de votre relation, votre complicité, votre vie quotidienne, etc. Un livre très touchant. Et d'ailleurs, les médias, vous avez invité un peu partout à l'époque, France Culture, Le Move, tout le monde, jusqu'à On n'est pas couché, en 2012 donc. C'est vrai qu'on a vécu une vie sexuelle et sentimentale tout à fait hors norme, et sans drame, c'est-à-dire heureuse. Et je crois que la couverture le dit assez quand même. On est déjà âgé, il me tient dans ses bras, et ça a duré 50 ans. Plus de 50 ans. Moi, je trouvais qu'il fallait le raconter. Bah, moi aussi. En 2004, vous aviez déjà sorti Du vivant d'Alain, puisque Alain est mort en 2008. Vous aviez sorti un autre livre qui s'appelle qui était votre journal de jeune marié, qui couvrait les premières années de votre mariage avec Alain, qui est extrêmement touchant lui aussi, et très vif, etc. J'aime beaucoup le style. Par ailleurs, vous développez une autre œuvre, sous le pseudonyme de Jeanne de Berg, qui est plus qu'un pseudonyme, qui est un double, puisque cette Jeanne de Berg a une... Oui ? Oui, tout à fait, un double pas convenable. Tout à fait, et qui un double, puisque cette œuvre se double d'action, et s'en précède même. Vous êtes cette maîtresse de cérémonie dont on peut préciser le caractère peut-être, ou pas. Bon, maîtresse de cérémonie en tout cas, et donc une autre œuvre sous le nom de Jeanne de Berg. Vous êtes aussi par ailleurs comédienne. Vous avez récemment joué Savannah Bay par exemple, ici et là dans le monde, en Afrique du Sud, en Chine, oui. En France aussi, oui, avec votre complice Beverly Charpentier. Oui. Et vous avez aussi joué dans la plupart des films d'Alain, à commencer par son premier en tant que réalisateur. Catherine, je crois. Oui, ça a rien. Voilà, c'est bien vous. Toute jeune. Hein. D'ailleurs, vous ne jouez pas terrible dans cette scène-là, vous ne jouez pas très très bien, mais dans les autres scènes, mieux. Parce que vous êtes bonne comédienne, mais là, à ce moment-là, vous ne jouez pas super bien pour cette scène. C'était tout début, Catherine, oui, c'était un peu raide. Non, mais j'étais tétanisée, enfin... c'est ça. Non, j'ai fait des progrès. Hein. Ah, mais non, là, je confirme, quand vous avez vu sur scène, je confirme. Voilà, je passe à Benoît Peters. Benoît Peters, comme on m'a dit de dire. Peter c'est américain, Peter c'est belge. C'est ça la manière. Oui, je suis français, donc c'est parfait. Alors voilà. Alors là c'est très compliqué. C'est à croire aussi que vous êtes double, comme Catherine Robriet, puisque vous êtes écrivain essayiste, scénariste pour Raoul Ruiz, mais aussi beaucoup en bande dessinée. Cette série très connue pour ceux qui connaissent la bande dessinée, cette série très connue, Les Cités Obscures, bande dessinée renommée, en collaboration avec Françoise Skelton au dessin, donc spécialiste de la bande dessinée, grand spécialiste de la bande dessinée, spécialiste d'Hergé en particulier. Un autre Hergé, c'est une plaisanterie que Alain aimait beaucoup. Oui, je sais que vous vous intéressez surtout à un autre Hergé. Oui. C'est les initiales partagées. Tout à fait. Donc biographe de référence d'Hergé, comme on le voit là. Biographe aussi de Jacques Derrida, grosse pointure, enfin un philosophe contemporain très difficile d'accès, mais le biographe, ça en dit long sur l'intelligence du biographe. Sans doute, pour se frotter à Derrida, 3 ans avec Derrida, donc carnet d'un biographe aussi. Et puis, autre pointure, parce que c'est un vrai cerveau qu'on a là, autre pointure, biographe de Paul Valéry, plus récemment. Et puis, là, je montre ça mais d'abord, je dois dire professeur aussi. Oui, ça va, passons. Non, et éditeur aussi. Éditeur, voilà. Éditeur, notamment de textes modernes, même d'un petit livre de Catherine, il y a un certain nombre d'années. Et puis, sous le nom de Jeanne de Berg. Sous le nom de Jeanne de Berg, et d'entretien avec Alain Robriet surtout. Exactement. Et dans ces entretiens avec Alain Robriet, donc, de longs entretiens disponibles en DVD aux Impressions Nouvelles, dont vous êtes le fondateur et le directeur, vous n'avez pas, malgré l'intérêt précieux de ces entretiens, vous n'avez pas réussi à lui soutirer tous ses secrets. Ah, vous voulez savoir si c'est vrai ou pas? Ah, quand même. Supposons que ce soit un mensonge. Mais je ne vais pas me mettre à parler de ma vie sexuelle. Vraiment? Mais de quoi allons-nous parler? De tout ce que vous voulez. Qui vous
posait problème, que vous perceviez comme une... Vous voulez quoi que je... Non, pas du tout. Que je fasse la vie sexuelle d'Alain Hergé? Pas vraiment, mais simplement... Voilà, donc on saura rien, un peu sur ces poupées. Bien qu'à me demander. Ah bon, on va changer de thème cette soirée, tiens. On va faire ça. La vie sexuelle d'Alain Hergé. Et donc Emmanuel Lambert maintenant, si tout le monde est d'accord. Sinon qu'il le dit sur le champ. Alors Emmanuel Lambert, pareil, double un peu d'ailleurs, hein, comme tout le monde ici, puisque romancière, 2 romans publiés aux Impressions Nouvelles chez Benoît Peters, donc, et un dernier roman qui est sorti, le dernier roman est sorti cette année aux éditions Stock, La Désertion, en début d'année c'est sorti. Vous êtes aussi par ailleurs, et avant tout, avant ça, parce que vous avez commencé par ça, spécialiste de Jean Genet, maintenant de Jean Giono, à croire que vous vous spécialisez dans les genres de lettres par ordre alphabétique, et aussi connaisseuse de Grillet, Robe, Alain, autour desquels vous organisez des expositions en tant que commissaire d'exposition, par exemple, l'année dernière à Marseille, au Muséum de Marseille sur Jean Genet, en collaboration avec Albert Vichy. Bientôt sur Jean Giono, je crois. Et puis vous avez participé aussi, vous avez largement collaboré à une exposition sur Alain Robbe-Grillet en 2002 à l'IMEC, Institut Mémoire, Édition Contemporaine. Vous publiez aussi sur Genet, sur tout ça. Et donc voilà le catalogue d'exposition auquel vous avez fait. J'ai fait en fait. Voilà, en fait. C'est là que j'ai connu Catherine et Alain. Et Alain. Autour de ce projet d'exposition, voilà. Je faisais comme ça. Autour de ces archives, tout ça. Ensuite, vous n'avez pas arrêté, vous avez publié notamment le dossier de presse sur les gommes Le Voyeur, sans indiquer votre nom, mais nous on sait que c'est vous. Et puis ce recueil absolument, pour moi, extrêmement précieux, que j'adore, qui s'appelle Le Voyageur, qui rassemble des causeries, des conférences, des interviews, des entretiens d'Alain Robbe-Grillet. Qui a été fait avec Robbe-Grillet, son enfant, et avec Olivier Corpet, qui était le fondateur et le directeur de l'IMEC à l'époque. Tout à fait, Olivier Corpet, que je salue personnellement ce soir, et à l'initiative donc d'Olivier Corpet, cette édition, et voilà, et sous l'impulsion, à la mort de Robbe-Grillet, d'Alain Robbe-Grillet, sous l'impulsion de Benoît Peters, vous avez commis votre premier récit sur votre relation avec Alain Robbe-Grillet, donc ça s'appelle Mon grand écrivain, publié en 2009 aux éditions Les Impressions Nouvelles, donc, que Benoît non seulement a impulsé, mais publié ensuite. Qui est très intéressant aussi sur le Robbe-Grillet, le vieux Robbe-Grillet, le Robbe-Grillet des dernières années, si je puis dire, et qui est passionnant aussi. Mais voilà, entre nous, il en manque un, depuis 10 ans maintenant, depuis cette année, 10 ans. Et si j'avais été Bernard Pivot, j'aurais peut-être commencé par lui. Bon, alors je vais vous présenter mes invités. Je vais commencer par Alain Robbe-Grillet, le grand Robbe-Grillet. Il est connu à New York, à Hong Kong, à La Roche-Migène, à Rome, dans le monde entier. Comme celui qui a révolutionné le roman. Et certains même pensent que votre rapport au cinéma est considérable. Alors donc, vous êtes un révolutionnaire. Ne serait-ce que dans les formes, dans l'éclatement du récit. Enfin, je ne vais pas reprendre tout ce que m'a dit. Je suis content de vous l'entendre. Vous êtes content ou pas content? Non, bien sûr. Sous prétexte que j'ai écrit 3 ou 4 romans. Un peu plus, oui. Et géniaux d'ailleurs. Mais le problème n'est pas là. Ces vieux trucs qu'on a répétés sur moi pendant des années, c'est vrai qu'il y a des gens qui continuent à les répéter. N'est-ce pas? Même quand Stendhal disait « je serai compris dans 30 ans », qu'elle visait à court terme ridicule, n'est-ce pas? C'est dans 300 ans qu'on commencera à voir tout ce qu'il y avait dans cette œuvre monumentale. Je parle de la mienne, pas de celle de Stendhal. Oui. Mais pourquoi ne pas aider un petit peu le lecteur? Pourquoi ne pas lui dire ce que c'est que ce livre, par exemple? D'ailleurs, qu'est-ce que c'est finalement? D'ailleurs, qu'est-ce que c'est finalement? Alors, on va essayer d'aider le lecteur ce soir, de dire un peu ce que c'est un livre d'Alain Robbe-Grillet, en général et en gros. Bon, c'est un peu le défi de cette soirée, et j'ai opté en dernière minute pour un dispositif un peu expérimental ce soir, vous allez voir, à la fois rigoureux et un peu ludique, j'espère, un mélange d'ordre et de désordre à prévoir.
de frustration aussi peut-être, mais de liberté et d'aléatoire. J'ai l'impression de résumer déjà un peu la poétique d'Alain Robbe-Grillet, là. Je répète, donc, parce que profitez-en, ordre, désordre, liberté, aléatoire, etc. Frustration aussi pour le lecteur peut-être. Karl, je vais t'interrompre, mais peut-être que pour les gens comprennent comment tu fonctionnes, il faudrait qu'on te présente. Ah ouais? C'est-à-dire tu nous as tous présentés. Je serai l'inconnu mystère de ce soir. Karl est philosophe multimédia. On a prévu ça. Ouais. Et c'est sans doute la personne qui connaît le plus, selon moi, qui connaît quand même bien les archives de Robbe-Grillet pour les avoir beaucoup fréquentées, tout ce qui touche à Robbe-Grillet. C'est-à-dire qu'il a élaboré une connaissance de l'œuvre de Robbe-Grillet qui est presque comme une œuvre elle-même, quoi. Tellement il monte lui-même sa propre interprétation et sa cathédrale de mots, d'images, de sons. Voilà. Et donc la soirée qui est un peu spéciale ce soir, elle est liée à cette façon dont tu procèdes, qui est que tu réfléchis en images, en archives, et que tu abordes les choses à travers les traces. Voilà. Ça te va? Oui. Sans voix. Le micro l'a fait sentir, j'étais sans voix. Mais du coup, c'est gentil, mais tu nous as fait perdre du temps là. Non, mais je plaisante. Déjà, je trouve que mon intro est un peu longue, alors que moi, je voulais vraiment vous laisser la parole le plus longtemps possible. Je reprends donc très vite. Ah, c'est tout? Non. Bah justement, ça va être le sujet de la prochaine archive. Et tout ça, bon, tout ce dispositif de dernière minute je vous avoue, sur les ruines de ce que je préparais depuis des semaines. J'ai changé dernier moment. Topologie d'une soirée fantôme. Là, ça s'adresse aux spécialistes. C'est fait référence à un titre de... Non, je vous ai dit, c'est un cerveau, lui, hein, les références sont tout de suite très au-dessus, tout le temps. Oui, ce que je préparais depuis des semaines, ça a comporté des questions, des transitions, des trucs comme ça, c'est-à-dire tout un système finalement trop rationnel encore. Dans le métro tout à l'heure, je vais tomber sur une affiche que j'aimais beaucoup, rien ne peut rentrer dans l'ordre. Je trouve ça très Robbe-Grillien, comme quoi c'est en train d'arriver. Et donc après tout, pour cette soirée hommage, soyons encore plus Alain Robbe-Grillien que prévu. C'est parti. Dans un cas, il y a une espèce de rationalisme de tout ce qui se passe. Et d'autres romanciers, au contraire, comme Faulkner par exemple, se sentent emportés par, au contraire, une espèce de folie qui n'est pas contraire à la réalité humaine. C'est la réalité humaine, cette espèce de folie. La réalité humaine, c'est peut-être cette lutte-là entre cette tension entre ces deux univers absolument irréconciliables que nous avons en nous tous les deux. Un, le rationnel. Oui. Ah, j'allais faire un cours. Maintenant, je voudrais parler quand même de... Il reste une minute. Bon, ça suffit, Gérard Guigan. Oh, vous avez de portable. On ne peut jamais dire comment il parle depuis 20 minutes. Gérard Guigan, alors vous c'est bien différent. Les mains... Pardon, ne repartez pas de l'histoire. Non. Pourquoi les mains sur le voyeur, bon. Mais à un certain moment, il s'est passé que Robbe-Grillet est devenu un théoricien. C'est-à-dire qu'il s'est mis à expliquer... Non, alors, tiens, je vous explique un truc. Voilà, alors, voilà, tout ça pour dire, et on arrivera enfin à notre discussion, tout ça pour dire que Alain Robbe-Grillet, théoricien, auteur difficile, je ne sais quoi, c'est vraiment passé à côté, je crois, du côté joueur d'Alain, joueur donc débordant, et qu'on retrouve à l'œuvre, dans son œuvre. C'est pas forcément visible pour tout le monde, on est là pour ce soir peut-être pour en parler. Je trouve que c'est ça aussi, on va commencer, c'est ça aussi réaborder Alain Robbe-Grillet par lui-même, c'est-à-dire par sa personnalité, c'est-à-dire ce qu'il était, et qui se retrouve peut-être à l'œuvre dans son œuvre, d'ailleurs peut-être un peu caché. Voilà, la question que j'allais vous poser, c'est qu'est-ce qui le caractérise en quelques mots. Et là, je le dis à Arthur, on a 10 minutes, c'est parti pour le compteur, vous allez voir, vous allez comprendre la soirée un peu spéciale, un peu expérimentale. Pour vous aider, il y a Philippe Solers dans ses mémoires qui dit Robbe-Grillet, je précise que Solers, au moment d'écrire ses mémoires, était un peu fâché. C'était un peu fâché avec Robbe-Grillet. Mais sans rancune, il dit, donc assez objectivement je pense, Alain Robbe-Grillet, drôle, décidé, sympathique, caustique. Et je suis allé interroger son jardinier, parce que Robbe-Grillet, comme vous, avait une maison en Normandie, avec un jardinier, et s'il avait un mot pour caractériser Alain, ce serait peut-être celui-là. Un mot, voilà, Guy Landais, son jardinier qu'il adorait. Vous estimez beaucoup Alain? Ah oui, ça c'est... Pour moi c'était mon père, mais un petit peu... Ah ouais. Il fallait tailler les cailloux, il y a des coups. Avec une scie,
Ah oui, ah oui, pour tirer un petit caillou gros comme ça, pour dire que ça s'en mange impeccable. Non, non. Mais autrement, c'est moi qui faisais le béton, et puis de lui, sur ces petits joints. Les petits travaux, lui. Ouais. Mais il était avec moi comme ça. Mais il était content le soir. Mais il était content le soir. Voilà. À vous maintenant, en quelques mots, Alain, qui est le caractère d'Alain, qui pourrait se retrouver à l'œuvre, dans son œuvre, si vous pouvez le dire. Je vous ai dit, moi je... Alors, que vous attendez quoi de moi? Le caractère d'Alain, mais le caractère de son écriture, de son travail, ou le caractère de l'homme qui vivait avec moi? De lui-même. Dans votre livre, Alain, vous parlez de fermeté de caractère, vous dites qu'il est têtu, on comprend qu'il est aussi un petit peu emmerdeur. Dans votre livre à vous aussi, Emmanuel, on comprend qu'il est un peu... Alors là, je vois tout d'un coup, vous me posez cette question, je me sens un peu démunie. Alors, il savait ce qu'il voulait, il était très sûr de lui, très ferme dans ses décisions, quoi qu'il se passe. Quelqu'un qui avait un très grand contrôle de lui-même, même si les choses lui faisaient mal. Je parle intellectuellement. Ah oui, mais même physiquement d'ailleurs. Même physiquement, c'était quelqu'un qui ne se plaignait jamais, même quand il avait mal, même quand il... Oui, je lui ai même vu souffrir en silence dans des circonstances assez dures. Quand il a reçu un coup de poing dans le visage en Tchécoslovaquie, bon, il n'a rien dit, il saignait abondamment. Bon, je passe. Il y a d'autres. Bon, alors. Quand il a pris un coup de massue sur le doigt aussi, qu'il n'a rien dit. Non, mais si je me mets à raconter cette histoire-là, toute la soirée passe. Et puis 50 ans, je comprends, parce qu'il a la plus démunie finalement pour définir Alain, parce que vous avez passé 50 ans avec lui. L'idée pour cibler un peu, ce serait de donner ces caractères qu'on retrouve dans l'œuvre. Moi j'ai dit par exemple joueur, pour moi Fidèle. D'accord, oui. Très fidèle. Ça je prends. Fidèle. Comment? Ça je prends. Bon. Obsessionnel aussi, du coup, fidèle, obsessionnel. Fidèle, décidé, effectivement, quand il a pris une décision, il n'en revient pas dessus. Minutieux aussi, très près. Maniaque. Maniaque, alors on l'a dit. Non, pour les petites choses. Pas maniaque en général, mais tout d'un coup, sur la façon de faire le thé, ou des choses comme ça, tout d'un coup, il était assez maniaque. Bon, s'il suffisait d'en tenir compte, de toute façon, par ailleurs, il me laissait faire ce que je voulais, dans tous les domaines, donc si il avait quelques manies en ce qui concerne le thé, je ne voyais pas beaucoup de... ça ne me dérangeait pas. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ah oui, en tout cas, pour lui, la seule chose qui comptait, c'était tout de même la littérature et le cinéma, surtout la littérature. Je crois que rien d'autre ne comptait vraiment, après évidemment sa maman, son papa et moi, rien d'autre ne comptait que la littérature. C'est pour ça qu'il a toujours refusé de faire la littérature engagée, parce qu'il avait l'impression que la littérature engagée, c'était la littérature au service d'eux, c'était une littérature esclave, disons. Bon, il n'a jamais composé, c'est-à-dire que à un moment, Jérôme Lindon lui avait plus ou moins suggéré de faire un petit effort, quoi, pour plaire au public. Il avait demandé la même chose à Beckett d'ailleurs. Et Alain a dit non, il a continué à écrire ce qu'il avait envie d'écrire. Alors, en pensant qu'il allait trouver un public. Catherine, je vous coupe, moi j'adorerais parler 18 heures. On n'a que 10 minutes pour ce petit chapitre. On aura un petit signal lumière pour le dire. Donc si vous avez d'autres idées par la suite, on est preneur. Je vais faire parler les deux autres très vite. Benoît, donc... Oui, quelques mots. D'abord sur le personnage très impressionnant qu'il était, qu'il aimait être, qu'il jouait souvent à être. La première fois que je l'ai rencontré, je ne m'y attendais pas, d'ailleurs c'était chez Billy, mais je ne m'attendais pas à tomber sur lui, j'étais paralysé, je sentais très bien que cette timidité qu'il suscitait ne lui déplaisait pas. Il aimait être un ogre, il aimait être un dragon, il aimait surtout jouer les ogres et les dragons, il était tout à fait autre chose. Et puis, ce qui me frappe dans les images qu'on a vues, c'est ce personnage plein, presque encombrant, massif, dès qu'il est là, on l'entend, on le regarde, comme sa signature, et qui cache énormément l'œuvre.
qui souvent peut être un piège, et c'est un piège qu'il aimait tendre, mais dans lequel on peut tomber, les uns et les autres. Alain s'est commenté, Alain s'est théorisé, Alain s'est enseigné, c'est un des rares écrivains qui ait fait profession de s'enseigner lui-même et d'enseigner ses romans. Et je pense qu'aujourd'hui, notre rôle, 10 ans après, c'est de dire que somme toute, tous ces propos, tout cet accompagnement ludique et brillant sont probablement le plus grand danger qui pèse sur l'œuvre. Et que je pense que l'œuvre d'Alain Robbe-Grillet est une œuvre infiniment plus compliquée que ce qu'il s'est amusé à en dire, car s'il n'a jamais voulu faire de concessions dans son écriture, il l'a mise en scène de façon à la rendre acceptable. Et que lire Robbe-Grillet aujourd'hui, pour moi, c'est lire Robbe-Grillet contre Robbe-Grillet, c'est lire Robbe-Grillet romancier, voire Robbe-Grillet cinéaste, contre Robbe-Grillet commentateur. Non pas que ce discours soit sans intérêt, au contraire, il est brillant, et c'est parce qu'il est brillant qu'il est dangereux et qu'il peut nous cacher. Alors je pense juste, pour finir, à cette phrase qui ouvre Le Voyeur, un de ses plus beaux livres. C'est comme, j'essaye de la citer bien, c'est comme si personne n'avait entendu. Eh bien voilà, je crois que c'est ça qui nous reste à faire. C'est comme si personne n'avait entendu, on était en pleine école du regard, et de quoi nous parlait-on? De Louis. Et déjà le mal entendu était là. Oh, c'est bien vu. C'est bien dit, je vous ai dit. C'est bien entendu. C'est une tête. Bien entendu. En tout cas, tu es opposant de principe comme lui. Alors là, si je peux ajouter quelque chose, non, parce Alain était quand même très intelligent et très drôle. Il ne s'ennuyait jamais. Tout à fait. Ça, voilà ce que voilà. Je me rends compte maintenant, c'est ça que j'attendais que vous disiez. Ah bon? Voilà. J'aurais dû vous donner des fiches. C'est ça qui reste. Emmanuel, rapidement, parce que. Oui, alors sur le lien entre la façon dont ce qu'est un homme, ce qu'est une personne et comment ça infuse dans son œuvre, ce qui est particulier dans le cas qui nous occupe, c'est ce que disent à la fois Catherine et Benoît, c'est-à-dire cette personnalité très écrasante qui peut faire écran, et c'est aussi le fait que l'œuvre, elle a bougé, elle a changé. Ce qui m'a marqué dans les traits de la personnalité de Robbe-Grillet avec qui j'ai travaillé, c'est-à-dire je ne l'ai pas seulement lu ou fréquenté, j'ai travaillé avec lui. Il y avait quelque chose qui m'a beaucoup frappé, qui était qu'il détestait absolument l'imprécision, l'amateurisme, tout ce qui était de l'ordre de l'à peu près. Et il le détestait d'une manière qui était presque excessive, c'est comme si ça l'avait mis en fait en danger. Et je crois que ça, il faut le relier à ce qu'on voyait tout à l'heure quand il disait on a tous en nous cette tension entre la grande rationalité et la très grande irrationalité. Je crois que son œuvre, elle tient sur ce fil-là, voilà. D'un côté, on va avoir une langue très ferme, une syntaxe gravée dans le marbre, une fidélité, Catherine disait qu'il était fidèle aux gens et aux choses, ça et de l'autre, il reste une minute, ça veut dire. Voilà, et de l'autre, un doute qui vacille. Et un des critères de Robbe-Grillet, c'était est-ce que les gens font leur métier sérieusement? Il n'avait pas de mépris social, il n'avait aucune considération pour le statut social des gens. Ce qu'il fallait, c'est que les choses soient faites et bien faites, et qu'elles soient faites sérieusement. Et ça, je pense que c'est très important parce que c'est le doute qui est au cœur de son esthétique, et c'est une façon de contenir le doute tout en l'exprimant à l'intérieur de ses livres. C'était quelqu'un qui était sérieux, mais qui ne se prenait pas au sérieux. Alors, provocateur aussi. Oui. C'est quelqu'un qui aimait dire ce qu'il ne fallait pas. Et aussi, il avait hérité de ses parents le fait d'être opposant par principe. Ses parents étaient quand même... il avait hérité aussi de son père un peu la folie. Il disait que son père était fou officiellement, enfin fou, en tout cas fantasque. Et sa mère était très minutieuse, très appliquée. Il avait ces deux caractères-là. Rendu fou par la Première Guerre mondiale. Oui. Rendu fou par les éclats d'obus. C'est pas ce que disaient les médecins, mais ils disaient qu'il était fou avant la guerre. Et Robbe-Grillet avait hérité de ces deux tendances-là. Alors voilà, ça s'est coupé pour cette petite part, ce petit chapitre, on va dire, même si aujourd'hui j'ai tout envoyé balader. Alors, la suite, c'est parti. Les premières phrases de chacun de vos ouvrages sont très envoûtantes, j'ai remarqué. Dernière sentinelle après la pluie, après le feu, après la guerre. J'écoute encore à travers des épaisseurs sans fin de glace blanche les imperceptibles bruits absents. C'est très beau. Non, c'est très joli. Ça, c'est ça me touche beaucoup. Le texte, là, il est magnifique. Ah ouais.
Mais je dis ça. Mais c'est pas de la flagornerie. Mais c'est pas de la flagornerie, ça veut dire qu'il y a de la... Non, vous reconnaissez objectivement que mon écriture est magnifique. La prosodie, qui a toujours été, il faut bien le dire, très belle. C'est comme un poème, mais c'est de la prose en réalité. J'écris un roman très lentement. Chaque phrase prend des heures de correction, de relecture, de rectification, etc. Il y a des problèmes très simples et éternels qui sont des problèmes de musique, si vous voulez. La prosodie. Et dans le roman, le sens ne m'importe pratiquement pas. C'est presque, il m'apparaît presque comme un ennemi même. Et moi, de ce point de vue-là, je me sens alors comme artisan, fabricant des objets romans, des objets films, je me sens effectivement beaucoup plus proche des préoccupations de Flaubert ou de Mallarmé. Robbe-Grillet écrit une langue qui est tout à fait limpide. Dans un roman, il y a deux codes. Il y a le code de la langue et le code de la narration. Dans mes livres, seul le code de la narration est subvertible. Le code de la langue ne l'est pas du tout. Quand on voit vous-même, ne vous mène pas la langue de Robbe-Grillet, on s'étonne même quelquefois qu'elle soit aussi classique. Dans l'écriture, oui, elle est classique. C'est-à-dire que, ayant à subvertir le code de la narration, je préfère conserver intact le code de la langue, bien entendu. C'est-à-dire que je pense que ma vie, comme celle de tout le monde, est organisée sur des formes. Et par conséquent, l'idée que d'autres structures vont peut-être mettre à jour d'autres rapports au réel. Et par conséquent, les formes romanesques, c'est très important. C'est la relation au monde de l'homme qui s'exprime par les formes. Et par conséquent, les thèmes qui apparaissent pour meubler ces formes ne sont peut-être pas grand-chose par rapport aux formes elles-mêmes. Ce type est une structure, comme tous les petits travaux, c'est-à-dire que c'est une organisation. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est du sirop de framboise. C'est en paiement, c'est imposé. Bien entendu. Et pourquoi les œufs? Alors, histoire d'eux. Je vous posais une question. C'est pas moi qui ai fait. Non, mais je posais une question. Pourquoi pas les œufs? Oui, on les œufs. Alors, j'aurais dû y penser. Voilà, pourquoi pas les œufs? Alors, là, pareil, on a 10 minutes pour évoquer ce que vous voulez à partir de ces images-là. Moi, elle m'évoque bien sûr le rapport qu'il avait à la forme de ces romans et l'enjeu qu'il mettait dans le travail sur la forme. Pourquoi, j'ai envie de dire, enfin, Robbe-Grillet, le problème qui se pose souvent auprès des lecteurs, c'est pourquoi écrire si bien pour raconter si mal. C'est-à-dire que pourquoi mettre autant d'applications dans la beauté, la précision de l'écriture, pour, de l'autre côté, dérégler totalement les récits et nous égarer comme il aimait ça. Voilà, pourquoi? Quel enjeu il mettait là-dedans, selon vous? La première chose, d'abord, c'est qu'il est étrange qu'on doive présenter comme une singularité le souci de la forme. C'est tous les écrivains, tous ceux qui étaient invités sur ces plateaux successifs, qui sont surprenants à force de ne pas s'en soucier. La musique, la prosodie, cette capacité qu'avait Alain Robbe-Grillet à réciter les textes de très nombreux auteurs, que ce soit Chateaubriand, Malraux, Breton ou Barthes, ou le Code général des impôts, c'était le signe qu'il y avait chez lui une écoute de la langue, de la phrase, qui faisait de lui aussi une sorte de poète en prose, et c'était constant, mais c'est constant chez quand même beaucoup d'autres écrivains importants, un peu moins peut-être de ceux qu'on invite sur les plateaux. Ça, c'est un point. L'autre chose, c'est qu'il y a évidemment une énorme blague, comme toujours, l'énorme blague, c'est que cette forme, cette structure prendrait le pas sur tout le reste et que, somme toute, les thèmes, les contenus, les récits, même fragmentés, ne seraient que peu de choses. Ils sont évidemment très importants et l'univers de Robbe-Grillet est un univers obsessionnel, à la fois toujours renouvelé, mais avec des constantes absolument considérables. Il n'aime pas la critique thématique qui démembre les livres, mais on peut très bien faire une lecture thématique de son œuvre, ça marche très très bien. Mais là aussi c'est une blague, c'est-à-dire qu'il y a le plus fragile, le plus secret, le plus écrit de l'œuvre, qui est ce que l'auteur Robbe-Grillet ne peut pas dire ou ne veut pas dire.
quel mauvais esprit Mona Peterson avait fait de vous inviter. Je dis ça parce que c'est prendre le contre-pied effectivement de ce qu'Alain dit lui-même, c'est moi je suis très content de ça. Effectivement, je suis d'accord en plus. Il s'est exprimé sur ce point, Rob Grillet, quand il disait l'écrivain, là je cite de mémoire, hein, ne cherche pas à dire quelque chose, n'écrit pas parce qu'il a quelque chose à dire, il écrit pour comprendre pourquoi il écrit. Voilà. Ça c'est très important. Ce n'est pas un moyen d'expression, mais un moyen de recherche. De recherche sur qu'est-ce que je fais là, qui suis-je, etc. C'est-à-dire que la réponse, elle est dans ce qui se met en place dans la forme. Elle n'est pas, c'est pas une réponse de contenu. C'est une réponse d'écriture qui avance, qui se génère, qui se nourrit. C'est la même chose dans le cinéma. Il a mis en place des systèmes de générateurs, d'intrigues, d'histoires, mais ce qui l'intéresse, c'est la combinaison. C'est comment, en fait. On revient à l'artisan. Hein, il disait tout à l'heure, je suis un artisan. C'est comment ça marche. C'est la seule vraie question. C'est quelqu'un pour qui le pourquoi n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est comment. Donc le monde autour de lui et l'écriture, c'est pareil. C'est comment ça avance. La légende, ce serait de dire qu'Alain ne sait pas raconter, qu'il n'y a pas d'histoire dans ses livres, ce qu'on se plaît à répéter quand on ne l'a pas lu. C'est évidemment une matière narrative très forte. Elle est là tout le temps. Simplement, elle est indirecte. Elle est compliquée. Elle est mouvante. Elle est mouvante, mais ces romans sont extrêmement narratifs. Certains le sont de manière très directe, comme Jean ou Les Gommes. D'autres de manière plus ondoyante, comme La Maison de Rendez-vous, Souvenir du Triangle d'Or. Mais tout ça raconte tout le temps. Et comme il disait lui-même, c'est les mêmes histoires, mais répétées différemment chaque fois. Il y a plein d'histoires finalement. La seule chose que ça ne produit pas, c'est de l'unité. Et Rob Grillet citait souvent l'exemple du rapport Warren sur l'assassinat de Kennedy, pour dire que même dans la quête effrénée d'un sens, et d'un sens complet et rassemblé, on n'arrivait qu'à éclater toujours plus la vérité d'un moment qui était ces quelques instants où Kennedy était mort. C'est une métaphore, mais une métaphore pour dire qu'on peut raconter, mais on ne solidifie pas ce récit. Il est instable, comme le récit de l'année dernière à Marienbad, qui ressort demain en salle. Ça raconte tout le temps, c'est même très émouvant, c'est même très prenant. Et en même temps, le spectateur non habitué est un peu fâché parce qu'au moment où il faudrait conclure, c'est-à-dire rassembler, le sol se dérobe. Dérobe, pas mal. Dérobe grillé. Ce que je voudrais dire rapidement, parce que ça sera moi, mon idée forte, c'est que pour Alain Rob Grillet, c'est la forme qui constitue l'œuvre d'art. Il n'y a pas que pour Alain Rob Grillet. Cézanne aussi. Et pour lui, voilà pourquoi autant d'importance. C'est mal vu par les temps qui courent, mais enfin quand même. Déjà, Alain Rob Grillet, comme il dit lui-même, ne distinguait pas, ne faisait pas tellement de différence entre la prose et la poésie. Pour lui, un grand prosateur était un poète. Il dit d'ailleurs que tout le roman tel qu'il le conçoit est du côté de la poésie. Donc d'où le travail sur la forme, ciselé. Et puis, par ailleurs, pour lui, la critique du monde ne peut se faire qu'à travers une écriture qui écrit autrement le monde. Et donc, le vrai message à trouver, si par exemple, le message politique qu'il y a, on parlait de ça, non pas dans le contenu, mais dans la forme critique de ces romans, et le fait de raconter de manière subversive, c'est proposer un autre rapport au monde au lecteur, puisque toute forme est porteuse d'un rapport au monde. C'est-à-dire, c'est postuler qu'il n'y a pas de vérité unique. C'est-à-dire, c'est une attaque à la notion de vérité. On ne peut pas figer les choses. Dès qu'on les fige en disant ça c'est comme ça c'est vrai, ça c'est faux, on est dans quelque chose d'excessif. Donc, ça on y viendra, Catherine. C'est le rapport à la vérité, Catherine. Non, effectivement, dans sa narration, il y a tout d'un coup quelque chose, on a l'impression que ça prend corps, que ça s'incarne, et puis tout d'un coup, ça se modifie et on s'aperçoit que ça se dérobe. On avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui allait arriver et puis ça se dérobe. Et il y a quelque chose d'autre commence à s'installer et à chaque fois c'est menacé, ça menaçait et ça s'écroule. Et à la fin, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il s'est peut-être passé 1000 choses, mais en réalité, comme disait Flaubert, la bêtise c'est de conclure. Il n'y avait jamais de vérité. Il ne voulait pas être univoque, voilà. Et effectivement, pour lui, il n'y avait pas vraiment de vérité. En tout cas, dans l'art, disons. Dans la vie courante, il y en avait une, évidemment. Il était bien obligé de s'en servir. Alors, je voulais dire aussi que c'était quelqu'un qui donnait l'impression d'être très sûr de soi, de dominer tout,
En même temps, il était très inquiet. En réalité, il y avait la question, évidemment éternelle, que tout le monde partage, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? À quoi je sers? Et je crois que tout le monde partage ce genre d'inquiétude. Mais lui ne donnait pas l'impression. On avait l'impression qu'il était sûr de soi. En revanche, il le mettait en œuvre dans son œuvre, parce que son œuvre, sa poétique dit ça. Cette inquiétude, cette angoisse déjà, et puis ces formes mouvantes justement, c'est de dire finalement je ne comprends pas ce que je fais là, et je suis une énigme à moi-même, je suis un manque, et c'est autour de ça que je construis mon œuvre, parce que je ne me comprends pas, je ne sais pas ce que je fais là. Mais il a donné une clé dans un de ses titres que je trouve admirable, qui est le titre d'ailleurs du film, vous voyez la scène des œufs, là, les filles qui se cassent des œufs, qui s'appelle Glissement progressif du plaisir. Moi j'ai vu l'archive de ça, il a peiné pour trouver ce titre, il y a des tas de ratures, et c'est cette notion de glissement qui est, je crois, fondamentale dans la manière dont ses livres avancent. C'est ce qu'il disait de son ami Roland Barthes. Il disait Roland Barthes c'était un penseur glissant. Voilà, c'est ça qui le... pour pas être figé, faut pouvoir louvoyer comme ça et enclencher une nouvelle chose à chaque fois qu'une chose a l'air un peu bloquée. De Barthes, il disait il détruit pied à pied toute tentation et dogmatisme. C'est-à-dire qu'il se retire de ce qu'il dit. Un autre titre de Rob Grillet qu'il faut prendre au sérieux, c'est Dans le labyrinthe. Et Dans le labyrinthe, c'est le premier de ses romans qu'il a écrit sans l'ombre d'un scénario. Il y avait encore une trace de scénario pour Le Voyeur ou La Jalousie. Et c'est le labyrinthe dans lequel il s'enferme, il le bâtit en même temps qu'il s'y perd. Ça, c'est vraiment fondamental dans l'écriture de Rob Grillet. Il est lui-même le... D'où le fait que toute maîtrise supposée du sens est impossible, puisque ça n'est jamais qu'un personnage perdu dans le labyrinthe qui nous propose une des lectures. Peut-être que je vais intervenir là à un moment qui ne convient pas. Je voulais dire que pour lui, il y avait une présence du monde très forte. Quand il fait la description d'une scène, on y est. Et cette présence du monde, pour moi, caractérise la littérature d'Alain. Donc c'est peut-être pas ce que tu voulais aborder maintenant, mais enfin... Il disait qu'il n'écrivait que sous la force de vision. Il avait d'abord besoin de vision. Il avait des visions, c'est ça. C'est ce qu'il disait. Il disait que quand il écrivait une scène, il la voyait, elle était là. Très concrètement, oui. Même en l'écrivant, il la transformait, mais elle devenait même plus réelle que la réalité. Par exemple, les mouettes dans Le Voyeur, il dit les mouettes qui se trouvent dans mon livre, je suis pas loin de penser qu'elles sont plus réelles que les mouettes que j'ai pu voir en Bretagne. Ouais, il était fou, hein. 50 ans avec un fou, vous vous rendez compte? Je vous l'annonce maintenant. Moi, je m'en suis bien... Ah oui, bon, vous êtes bien sorti. Oui, ça va. Peut-être que j'étais aussi fou. Peut-être, je voulais pas vous le dire. Il ne s'agit pas de refuser toute anecdote, il s'agit seulement de refuser le code anecdotique au pouvoir, c'est-à-dire cette organisation que l'on appelle réalisme et qui n'est qu'un code. Le réalisme est un code puisqu'il change suivant les époques et il change suivant les genres. Eh bien, un film comme Glissement ou mes livres reprennent les mêmes éléments anecdotiques, mais en refusant le code selon lequel tout ça est organisé dans une belle série temporelle et causale, n'est-ce pas? Ces formes stéréotypées pour faire croire à une histoire qu'on juge ensuite à l'arrivée sur son vraisemblable. En fin de compte, ne sont rien d'autre qu'une construction artificielle, c'est-à-dire le code du réalisme, qui essaie de me faire échapper au réel, qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus passionnant, etc. Et je vais écrire. On me trompe, le monde du réalisme est trop bien ordonné pour être vrai. C'est pas comme ça que ça se passe, on me ment. On me ment. Je sentais moi-même que je ne vivais pas comme il était dit dans la littérature, que mon expérience ne correspondait pas à ce rationalisme-là. Qui essaie de me faire échapper au réel, qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus passionnant, etc. Donc, je vais essayer de décrire ce que j'appelle le réel, et qui est tout à fait contraire au réalisme, puisque le réel est constamment extravagant, incompréhensible. Le réalisme est une idéologie qui rationalise tout et qui donne à tout un sens précis et un ordre et une place. Je crois que c'est une de vos convictions fondamentales, parce que le réel est quelque chose de beaucoup
beaucoup plus large et de beaucoup plus intéressant, mais de beaucoup plus affolant aussi que le réalisme. Ben, évidemment. Alors, tout ordre cache un désordre, et je vais me mettre à écrire. Et une écriture qui représente justement un désordre par rapport à ce qu'on doit écrire. Voilà. C'est le grand ennemi de Robbe-Grillet, le réalisme tel qu'on l'entend traditionnellement. Je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut dire qui me semble vraiment fondamental et qui peut-être donne un certain poids à ce propos, c'est que l'écriture d'Alain Robbe-Grillet part d'un effondrement idéologique, d'un effondrement historique et peut-être d'un effondrement personnel, ce qui s'appelle la Seconde Guerre mondiale. Il y a quand même, dans le milieu dans lequel grandit Alain Robbe-Grillet, des certitudes idéologiques très marquées. Il y a des rats dans une certaine mesure, et il voit que cette structure d'ordre, là je le paraphrase, mais que cette structure d'ordre représentée par les régimes autoritaires s'effondre dans les ruines et l'apocalypse et l'horreur des camps, etc. Et je pense que le nouveau roman et la décision d'écrire qui sont prises peu après, c'est aussi la réponse à ça, à ce choc, mais alors là qui est un choc intime, ontologique, et le réel de Robbe-Grillet, il n'est pas loin du réel de Lacan, c'est-à-dire c'est un réel troué, c'est un réel dans lequel on s'abîme, dans lequel on plonge, qui est une menace d'effondrement de l'être tout entier. Et je pense qu'on ne comprend pas grand-chose à Robbe-Grillet si on oublie ce moment de la Seconde Guerre mondiale, qui va coïncider, enfin en tout cas la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec l'idée que peut-être il ne va pas faire ce pourquoi il a été programmé, il ne va pas devenir ingénieur agronome, il ne va pas faire une belle carrière, il va partir à l'aventure d'une œuvre folle dont personne ne veut, vivre dans des conditions presque misérables pendant plusieurs années, pour faire advenir quelque chose. Alors là, on a le joueur chez Robbe-Grillet, on a une certaine image du brio, de la futilité, de la réussite, du clown quelquefois. Mais si on enlève cette dimension-là, alors l'œuvre ne pèse pas grand-chose. Je sais que vous avez tous quelque chose à dire, vous deux aussi. Je vais juste dire très rapidement, je suis tout à fait d'accord avec toi, avec vous. C'est que vous êtes double, avec tout ce que vous faites. Donc, je suis tout à fait d'accord, mais je ne voudrais pas non plus qu'on réduise. Je crois que cette expérience de vie... Il ne s'agit pas de réduire. Non. Mais cette expérience de vie dans la Seconde Guerre mondiale, et la première, il était traumatisé par la première qu'il n'a pas connue, mais par son père indirectement, il a été très traumatisé par la Première Guerre mondiale aussi dans son enfance, et tout le reste de sa vie, ce qui le hantait. Je crois que ça lui a permis d'accéder à une intuition fondamentale. Ça se réduit pas pardon. C'est pas seulement historique. Hein, c'est pas la clé. Non, c'est pour dire qu'il a accédé. Moi, par exemple, un sens à l'imposture du réalisme. Tout à fait. Et ça lui a fait accéder à une intuition que je trouve tout à fait valide, tout à fait valable aujourd'hui, c'est que le réel est beaucoup plus complexe et beaucoup plus mouvant. Rien ne tient, tout tombe en ruine justement, parce qu'il a connu la ruine à la fois idéologique et physique de l'Europe, et il a compris que tout tombait toujours en ruine, lui y compris, et que comment croire au réalisme qui construit tout solidement alors que tout est en métamorphose et en transformation. Je crois que pour comprendre cette histoire de rapport au réalisme, il faut mettre le réalisme dans le sens où lui l'entend, c'est-à-dire dans son rapport à la rationalité et à l'ordre. Et là où la Seconde Guerre mondiale a été, il le raconte dans les romanesques. Il vient d'une famille de droite qui était pétainiste, qui était plutôt germanophile et qui croyait dans les vertus de l'ordre. Mais rigolote. Oui, parce qu'ils étaient un peu attaqués quand même, mais enfin il croyait dans les vertus de l'ordre. Et il a été envoyé au STO en Allemagne et il a découvert, comme le reste de l'Europe à la fin de la guerre, que ce système politique qu'on présentait comme extrêmement rationnel et extrêmement bien organisé, ce qu'il était malheureusement, extrêmement bien organisé, cachait, non, dissimulait n'est pas le bon mot, mais était la devanture d'une monstruosité aberrante. Un désordre. Mais d'une chose même inconcevable, impensable, impossible à penser. Et c'est à partir de là qu'il se dit, mais donc, l'ordre en soi n'est pas nécessairement bon, et la rationalité peut aboutir, lorsqu'elle est poussée à son extrême, à son exact contraire. C'est-à-dire cette organisation très rationnelle des choses aboutit à la plus grande sauvagerie, au fond.
qui est censé être l'opposé de la rationalité. Et donc à partir de là, il y a cette tension entre l'ordre et le désordre, entre la raison et la pulsion, qui va structurer effectivement son rapport au monde et donc à l'écriture. Oui, effectivement son voyage en Allemagne lors du service de travail obligatoire en 1942 a été pour lui un choc. Effectivement, il s'est aperçu que c'était la pagaille et que c'était pas du tout ce qu'il pensait. Parce que la famille était maurassienne, la famille était tout à fait de droite, elle était pétiniste. J'ai retrouvé des lettres de même carrément fasciste. Surtout les femmes, c'est-à-dire ma belle-mère et ma belle-sœur. Alain était beaucoup plus circonspect, et son père aussi. Elle était marraine de guerre, Alors, oui, non, mais de toute façon, pour eux, le grand danger, c'était le bolchevisme. Et effectivement, ma belle-sœur parrainait un garçon qui était parti pour combattre dans la Légion, dans la LVF, en Russie. Et j'ai d'ailleurs retrouvé une partie de ces lettres et que j'ai décidé de garder. J'ai décidé que peut-être qu'elle pensait mal, ma belle-mère, elle pensait mal, ma belle-sœur, mais elles étaient extraordinairement de bonne foi et très généreuses, mais elles n'étaient pas du bon côté, elles ne se rendaient pas compte. Mais j'ai décidé de garder les lettres, parce que c'était ça à l'époque, la mentalité. Et je me souviens d'une lettre que j'ai gardée, que j'aurais pu supprimer, que j'ai retrouvée récemment, où ma belle-mère disait à sa fille, elle lui envoyait régulièrement un journal de la collaboration. Comment s'appelait-il ce journal? Oui, il y en avait. Moi j'ai très peu collaboré. Bon, et elle lui avait accompagné, elle lui envoyait régulièrement, et puis elle lui avait dit, oh, notre fascisme n'est pas dans une bonne passe, hein. Vraiment, ça va pas du tout. Et elle était de bonne foi. Et ma belle-mère était quelqu'un que je respectais vraiment, qui était formidable, d'une très grande générosité, mais il ne savait pas tout ce qui est advenu, quoi. On n'était pas à ce moment-là au courant de tout ce qui se passait. Et maintenant, on ne pardonne pas ce genre de choses. Et j'aurais pu supprimer cette lettre, mais j'ai décidé de la garder. Parce que j'ai encore beaucoup d'archives en réalité. J'ai toutes les lettres qu'Alain envoyait à la famille quand il était justement au STO. Et je pense que ce sera quelque chose qui intéressera beaucoup les gens qui étudieront les mentalités de cette époque. Alors, il y avait ça, il y avait l'effondrement qu'il a perçu quand même quand il était en Allemagne, et puis il y avait aussi l'impression que la littérature qu'il lisait ne correspondait pas à ce qu'il ressentait du monde. Il avait l'impression qu'il fallait qu'il y mette la main. Voilà. Il fallait que... Et d'où, effectivement, la façon dont il a laissé une carrière brillante, entre guillemets, enfin je ne sais pas si elle aurait été brillante, pour vivre comme un étudiant pauvre. Quand j'ai rencontré Alain, il avait plutôt l'air d'un étudiant pauvre que d'un brillant ingénieur, je dois dire. Ce qu'il faudrait dire, effectivement, c'est encore une fois l'intuition à laquelle il a accédé. C'est la différence sur le réalisme. Il faudrait un peu définir rapidement ce que c'est le réalisme pour lui et le réel. Mais je crois qu'il nous resterait peu de temps, il nous reste une minute, je crois. Le réalisme, c'est comme cette organisation, comme vous disiez, Emmanuel, rationnelle des choses, c'est-à-dire avec des enchaînements logiques, etc. Ce qu'on trouve aujourd'hui. Voilà, avec une causalité. Exactement. Une action a une conséquence dont on sait déjà ce qu'elle sera au fond dès le départ. Avec un développement. Dans la vie, ça marche pas comme ça. Exactement, avec un développement linéaire de l'intrigue, etc. Et Alain Robbe-Grillet a compris que c'était pas comme ça qu'on vivait le monde. Si je peux juste ajouter une chose à ce que dit Catherine, quand Catherine dit qu'il n'était pas satisfait de ce qu'il lisait et il voulait mettre la main, etc., j'ajouterais il n'était pas satisfait de ce qu'il lisait dans la littérature française. Oui, c'est vrai, voilà, oui, bien sûr. Voilà, parce qu'il était très friand d'autres littératures, et notamment de Kafka, qui était son grand auteur. Tout à fait. N'oublions pas autre chose qui est déterminant dans la formation d'Alain Robbe-Grillet, c'est l'aspect scientifique. C'est quelqu'un qui est très à l'aise dans les mathématiques, qui est très à l'aise dans l'abstraction et qui a un goût et une curiosité pour les modèles scientifiques. Or, qu'est-ce que la logique a fait au début du XXe siècle et qu'est-ce que la plupart des grands domaines scientifiques ont fait? C'est ébranler leurs présupposés, et notamment les présupposés liés à la linéarité du temps ou à la causalité. Et donc ça, je crois que ce sont des éléments qui
l'ont fait entrer en littérature avec des références tout autres. Les écrivains de l'immédiate après-guerre, ils arrivaient avec Martin Dugard et Georges Duhamel, lui il arrivait avec Kafka, Faulkner, la relativité générale, logique. La relativité générale et la physique quantique. Exactement. Il est né dans la physique quantique, il est né juste après la relativité générale, l'ébranlement. Même à ce moment-là, à l'époque, les mathématiques étaient ébranlées, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus démontrer les fondements des mathématiques, l'incertitude qui arrive. Les mathématiques sont terminées. Et ce sont des choses dont il adorait parler jusque très tard. Et il lui arrivait de remplir des carnets de notes, de calculs, qui ne menaient à rien, sinon peut-être à exercer son esprit. Ah, c'est sévère, hein, c'est strict hein, comme système. Alors on est obligé de continuer. Ah pardon. Avec le son. Je pense que je préfère. Ah. Et la mise en question du récit. Non, pas tout de suite. Non, c'est vraiment mon ordinateur, c'est pas moi. Pour l'instant, je dirais que c'est une aventure en train de se faire. C'est une aventure en train de se faire et en même temps de se détraquer, de se faire. Si par lui-même, vous voyez, un récit qui se... Ça déconne, puisque ça déconne tout à l'heure, ça c'est la technique. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'idée que ça va. Hein, c'est très narratif, c'est un mot que Alain André utilisait souvent pour parler de ses livres. La mise en question du récit par lui-même. Vous voyez, un récit qui se met en question lui-même, qui fiche le récit en l'air. C'est-à-dire que ce qu'on construit est miné au fur et à mesure par une mise en question, justement, du récit. L'idée que ça ne marche pas comme il voudrait, ça c'est formidable. Ah oui, évidemment. Que tout part en vrac, ça c'est génial. Ça. C'est pas... Ça a vraiment déconné, attendez. Non, là c'est normal, hein. Cette petite blague c'est normal. Non mais c'est que là tu veux qu'on parle justement de comment le récit se voilà, limite lui-même, c'est ça je vous dis ce que vous avez envie de dire, mais effectivement, Arthur, je vais mettre une dernière vidéo voilà, qui était prévue. Voilà. Ah. Je crois qu'on pourrait dire qu'un romancier qui écrit un livre de type classique fait un cadeau en quelque sorte au lecteur. Oui, c'est-à-dire qu'il lui donne en portée une histoire toute ronde et fermée sur elle-même, n'est-ce pas, qui pourra conserver en effet. Je me sens, si je retrace les étapes de lecture, j'ai d'abord été séduit, puis exaspéré, puis à nouveau séduit, et j'ai le sentiment que vous m'avez donné quelque chose, c'est-à-dire le vertige. C'est quand même un cadeau, d'ailleurs. Oui, seulement le cadeau, au lieu d'être un objet, est devenu un mouvement. Et c'est ça qui était essentiellement différent, justement, dans la façon dont le livre se constitue. Le livre n'est que mouvement. Et l'aventure elle-même est typiquement en mouvement. Au lieu d'être figée dans une description définitive, elle reste ouverte à toutes les possibilités. Une aventure qui n'a plus de possibilités n'est plus une aventure. Je pense leur laisser au contraire un caractère d'aventure, comment dire, plus vivant. Alors voilà, cette fameuse qui devrait être plus cette politique du mouvement, très cher à Alain Aubriet. Voilà, ce récit qui se remet en question sans cesse sur ce sujet-là, si vous avez des choses à dire. Ah, c'est plus complexe. Première chose qui me frappe, c'est que de livre en livre, du récit au gomme, des gommes au voyeur, du voyeur à la jalousie, de la jalousie à Dans le labyrinthe, puis au film, puis à la maison de rendez-vous, chaque livre est un renversement des principes d'écriture du précédent. Et ça, c'est fondamental. Le mouvement, il n'est pas simplement à l'intérieur de chaque livre, il est de livre en livre. Alors, bien sûr, il y a un univers Aubriet, il y a des obsessions Aubriet, mais il y a en même temps une capacité. Prenez un autre grand écrivain de l'époque comme Claude Simon. Claude Simon n'arrête pas de creuser le même sillon. On est toujours à peu près dans le même monde. On est proche Chez Rodgriet, on a l'impression que chaque roman est là pour anéantir le précédent et proposer une nouvelle forme. C'est une littérature de prototype. Et je crois qu'il a largué beaucoup de ses lecteurs parce que quand il commençait à s'accrocher à un prototype, par exemple dans le labyrinthe, qui semblait offrir éventuellement un sens plus consistant, il envoyait un livre comme La maison de rendez-vous qui déconcertait ceux qui avaient pu y entrer et l'aimer. Oui, déconcerté, n'empêche que ça a été un succès. Donc il y avait quelque chose dans La maison de rendez-vous qui plaisait.
peut-être quand même un récit sur l'Extrême-Orient qui faisait chanter un petit peu l'exotisme. Puis un peu plus d'érotisme aussi. Et un peu plus d'érotisme, exactement. Arrive à partir de là. Avant, oui, alors je pense que quand même, là, il y a une différence qui est à noter. Mais cette capacité à se remettre en cause lui-même, c'est-à-dire au moment où on commençait à comprendre sa manière, où les critiques commençaient à poser un discours, de casser la chose, ça c'est quand même une des choses admirables. C'est un principe de liberté, c'est-à-dire c'est toujours la même chose. C'est ne m'enfermez pas dans une vérité. Je ne veux pas être réduit à une idée. Alors il y a quelque chose que je trouve, moi, extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, et je le trouve d'autant plus extraordinaire que j'y ai assisté. Parce que j'ai eu la chance de le connaître au moment où il était en train d'écrire son avant-dernier livre, qui s'appelle La Reprise. Et là, il y a un coup de force de l'écrivain que je trouve admirable, où vraiment il sait que ce sera un de ses derniers livres, parce qu'il est déjà âgé. Et là, il fait la synthèse. C'est-à-dire que le mouvement que décrit Benoît... Première phrase, ici donc je reprends et je résume. Et les variations de tonalité et que Catherine a dépeintes, là tout est repris. C'est-à-dire on retrouve, alors même si vous n'avez pas lu les autres livres, c'est pas grave, vous pouvez tout à fait lire ce livre de manière spontanée. Mais en fait, quand on a lu les autres livres, c'est même un peu bouleversant, parce que c'est comme s'il faisait revenir, c'est comme si les livres d'avant étaient tous des espèces de pensionnaires, une espèce de grande maison de jeu. Et dans la reprise, hop, tout le monde revient jouer. Et il met en place cette chose qui paraît très abstraite, qu'on a beaucoup entendue, qui est, il y a une lutte pour la narration se dynamite elle-même, tout ça c'est très abstrait, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Dans la reprise, on comprend, parce que le livre commence, alors on raconte quelque chose, bon voilà, ça commence, on sait, on est chez Rob Grillet, donc on sait que ça va dévier, et puis à un moment il y a une note... Ça se détraque, comment ? Et le texte est annoté, mais on ne sait pas par qui. Excusez-moi, c'est à l'intérieur du texte. Hein. Mais bien sûr, c'est pas en note. Non, mais le texte s'annote lui-même, ce qui veut dire qu'il y a en fait deux narrateurs dans le texte. Et donc cette idée qu'il a développée pendant 50 ans, qui est qu'il y a une lutte pour la narration, il la met en scène même visuellement dans l'avant-dernier livre. Mais c'est un peu facile. Je trouve ça magnifique. Tout à fait. Il le fait par ailleurs en toute l'œuvre, c'est pour ça que j'ai mis ça, parce que c'est petit. Non, il le fait pas comme ça en tout cas. Pas comme ça. Non, je voulu qu'on parle justement. Là, vraiment, il le montre. Je sais bien. C'est plus simple. Il le reprend et vraiment, comment dire, c'est le dernier coup de fouet, si j'ose dire. D'ailleurs, ça s'appelle la reprise. Voilà. C'est-à-dire que quand on a lu tous les livres d'Alain, c'est extrêmement amusant, parce que c'est plein d'autoréférences. C'est pas nécessaire d'avoir lu les livres d'Alain pour jouir du livre lui-même, mais quand on les voit au passage, c'est un grand plaisir. Et effectivement, on a l'impression qu'il s'installe quelque chose de sérieux, puis tout d'un coup, on entend une petite voix qui arrive, là, entre parenthèses, il y a quelqu'un qui arrive à l'intérieur du texte pour le compléter ou le contredire. Et il y a une lutte il y a une espèce de lutte pour le pouvoir à l'intérieur du texte même. Voilà, et c'est très amusant. Bon, alors, je voudrais dire la chose suivante. C'est que, quand il y a eu une traduction de la reprise en américain, les Américains se sont dit, bon, bah écoutez, pourquoi laisser ça, c'est pas très clair, c'est à l'intérieur du texte, on va mettre tout ça en note. Ah, oh là là, c'était idiot, évidemment, parce que cette lutte pour le pouvoir était à l'intérieur même du texte. Et alors, l'éditeur américain s'est rendu compte quand même de cette bêtise, et l'édition a été, comment on appelle ça, écrasée, bon, et puis ils ont refait une publication tenant compte du texte d'Alain, tout simplement, quoi. Et ce qui est drôle aussi, c'est pour compléter cette idée, justement, on parle beaucoup de la narration, hein, voilà, il y a un genre que Rob Grillet n'a pas abordé, c'est le théâtre. Sinon, il a écrit de tout. Il a écrit des poèmes, bon, mais pas le théâtre. Et là, dans la reprise, justement, il y a une théâtralisation de comment la lutte pour le pouvoir narratif se met en place. C'est théâtralisé par cette petite voix dont Catherine parle. Et moi, je me souviens, quand je lui ai demandé un jour, je lui ai dit, mais en fait, pourquoi n'avez-vous jamais écrit de théâtre? Parce que finalement, vous êtes intéressé à toutes les formes, et pas à la forme théâtrale. Il m'a répondu, parce que ça parle. Et ça, je trouve ça très absolument, oui. Moi, étant donné que je suis actrice et que j'aime beaucoup le théâtre, je suis passionnée par le théâtre, j'aurais aimé
qu'il écrive du théâtre. Et il m'a fait exactement la même réponse, ça parle trop. Ce que tu dis, c'est un peu bête comme réponse. Non, Godard ajouterait, ça parle trop fort. Si. Godard dit, je serais intéressé par le théâtre, mais ça parle trop fort. Parce qu'il y a aussi cette idée de lâcher le pouvoir narratif, c'est-à-dire si on n'est que dans de l'oralité, il n'y a plus cette espèce de ciment que lui il installe dans ses récits, qui après se défait, mais pour pouvoir défaire quelque chose, il faut l'avoir construit avant. Quoi. Et si on laisse la parole uniquement au personnage, et si toute l'action se met en place uniquement à travers l'oralité, lui comme narrateur, il n'est plus là. Il a perdu le pouvoir. Je voudrais qu'on aide quand même les éventuels lecteurs rapidement pour les reprier. Qu'est-ce qu'on appelle la politique du mouvement? Il y a effectivement cette lutte à l'intérieur de la narration entre différents narrateurs. Enfin, parfois, on ne sait même pas si c'est des narrateurs, on ne sait plus qui parle, on ne sait plus qui dit je, comme il disait lui-même dans certains livres. Il y a un éclatement comme ça du centre narratif. Il y a d'autres techniques, c'est-à-dire que comme la question que je voulais poser, je me souviens, c'était comment c'est cette recherche en fait. Il est dans une recherche. Il le disait lui-même, la littérature c'est pas un moyen d'expression, c'est un moyen de recherche. Ce qu'il recherchait, c'était de créer un mouvement perpétuel, une mouvance comme ça, comme le réel qu'on vit. C'est-à-dire que le réel est mouvant, rien ne tient, et il voulait créer une politique qui, entre guillemets, qui reprenne cette logique-là, la logique du vivant. Ça reste vivant, mouvant. Et pour ça, il a quelques techniques, entre guillemets, c'est pas réfléchi, mais il y a quand même des scènes qu'on voit qui se transforment, qui se retransforment, des éléments qu'on retrouve et qui sont transformés, qui se modifient, qui sont constamment en métamorphose, comme ça fait partie, et notamment aussi la lutte, si vous en avez d'autres, dites-moi, mais ces livres sont déconcertants parce qu'effectivement, ils mettent en scène cette mouvance du réel qu'il essaie de reprendre sous forme littéraire. Et ça, c'est tout un art qu'il a développé, toute une recherche. Il y a un très beau titre d'article que rien se fige, que rien se stagne. Oui, justement, un très beau titre d'article de Gérard Genette qui s'appelle Vertige fixé. Et Vertige fixé, c'est vraiment une des images robbe-griessiennes. Elle est là dans les textes où brusquement la description s'immobilise, où il y a des personnages au contraire se remettent en mouvement. Mais c'est là aussi dans un film comme l'année dernière à Marienbad, dont il ne faut pas oublier que le scénario remis par Rob Grillet à René était en un sens bien plus qu'un scénario, c'est un film imaginaire, on sent que c'est un futur réalisateur qui le fait, et les statues dans le parc de Marienbad sont sans arrêt comme l'image de ces personnages qui veulent partir, qui sont sur le point d'aller vers un avenir ou de rentrer dans un passé et qui en même temps sont bloqués dans la pierre. Et ce que fait la caméra, et ce pourquoi Rob Grillet écrit admirablement pour René, c'est que le mouvement de caméra, le mouvement constant de caméra finit par rendre ces statues vivantes, ces couloirs vivants, alors que les personnages des acteurs, eux, auront tendance à s'immobiliser. Et ça, c'est des jeux typiques et je pense assez peu fréquents finalement dans les œuvres cinématographiques. On les retrouvera dans plusieurs des films d'Alain Robbe-Grillet, et c'est vraiment quelque chose que peut-être le théâtre ne lui aurait pas permis d'explorer avec la même évidence. Oui, alors je voudrais, puisqu'on parle de Marienbad, 10 minutes. Dire... même pas, une seconde, mais dites quand même. Non, je voulais dire que ce qu'Alain avait fourni à la René, c'était une continuité dialoguée. C'est-à-dire qu'Alain ne pouvait pas donner un scénario, ça n'était pas possible. Ce qu'il avait en tête, c'était déjà des images et des mouvements d'appareil. C'est-à-dire que quand René a eu la totalité donc, de cette continuité dialoguée, il n'avait plus qu'à tourner le film. Oui, tout était là en place, les mouvements d'appareil, les plans. Ça déborde, je savais. Non, mais c'était dans un. Je peux compléter parce que j'ai vu l'archive en question. En fait, c'était dans un cahier à petits carreaux. Et il y a 3 couleurs. Le vert, le noir, le rouge. Et il y a une couleur pour les dialogues, une couleur pour la situation de la scène et une couleur pour les mouvements de caméra. Et par la suite, j'ai rencontré la fille d'Alain René, qui est elle-même réalisatrice, et elle m'a dit, mais en fait, papa a repris ça, après lui, il faisait le même code couleur. Voilà. Alors, la suite. Donc, malheureusement, je vous dis, moi j'aimerais bien que ces gens aient 12 heures. Il y a aussi, n'est-ce pas, chez Rob Grillet, c'est évident, il y a la dérision du romanesque, n'est-ce pas, par l'excès de romanesque. C'est par excès de romanesque que vous arrivez à rendre, finalement, le romancier, selon vous, dit n'importe quoi.
Non, il dit pas n'importe quoi, mais il se meut dans un espace de liberté, quand même. Et il est évident que les romans qui me passionnent, il y a une espèce de liberté, de possibilité. Tiens, je vous explique un truc. Eh bien, je pense que justement, il y aurait dans ces traitements que certains ont jugé bizarres, dans ce traitement de la réalité qui se trouve dans mes livres, quelque chose qui correspond plus, je ne dirais pas à la réalité, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas à notre manière de vivre. Il y a dans notre cerveau ce foisonnement des images qui se composent d'une façon très mobile, qui sont en perpétuelle évolution, qui sont en perpétuelle bifurcation, qui retournent sur elles-mêmes. C'est probablement ça qui m'a donné envie d'écrire. Un lecteur qui accepte de lire le livre comme il est écrit, c'est-à-dire en suivant tout simplement, sans s'arrêter à ce qui semble être des contradictions. Il trouvera peut-être certaines choses obscures, peu comment dire, compréhensibles, comme on dit, mais ça n'est pas la même difficulté pour lire la poésie, comme vous dites. Oui. Ce qu'on peut appeler poésie en général, c'est la création de formes nouvelles et peut-être d'un sens nouveau. C'est ça la poésie étymologiquement. Voilà. Alors là, je vais dire quelques mots parce que sur le réel, là, tout de suite les grands mots. Je vais dire quelques mots sur le réel. Le réel, pourquoi c'est différent du réalisme? Je voudrais dire ça, c'est que l'expérience qu'on fait enfin, le réel est ambigu, mouvant, étrange déjà. On le sent bien dans la jalousie, par exemple, c'est la présence du monde, la présence énigmatique du monde. Mais les choses se compliquent d'autant plus que le seul accès qu'on ait au réel, c'est un accès subjectif. C'est-à-dire qu'à ça, l'imaginaire se mêle. C'est-à-dire que dans notre tête, comme il le dit là, dans notre tête, c'est des allées-venues, des projections, des remémorations, des transformations permanentes des choses qu'on a perçues. Par exemple, déjà quand on les perçoit, on les délire déjà un peu, puisqu'on ne perçoit que des fragments, et que ces fragments ne cessent de se réorganiser en permanence dans notre tête, entre ce qu'on a perçu, ce qu'on imagine, ce qu'on projette, ce qu'on fantasme. Et donc cette réalité, le réel de notre expérience du réel, c'est vraiment la mouvance même. Et Alain essayait donc, par ses recherches, de rendre compte de cette mouvance-là. Et finalement, il finit par dire, là, dans l'archive que j'ai mise, finalement, c'est un peu ce qui se passe dans notre tête. C'est une sorte de réalisme, moi j'appelle ça un réalisme expérimental, au sens scientifique, au sens où c'est un réalisme basé sur l'expérience, mais aussi au sens valise. C'est un réalisme basé sur l'expérience mentale qu'on fait du monde. Alors je ne dis pas qu'il recherche ça, mais ça revient finalement, comme disait Alain Robbe-Grillet, ça ne devrait pas nous étonner la manière dont il écrit, puisque c'est comme ça, c'est le fonctionnement cérébral spontané. C'est-à-dire que notre cerveau fonctionne comme ça, dans ce désordre-là, dans cette lutte entre l'ordre et le désordre en permanence, la rationalité et l'irrationnel. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je voulais dire une citation que Alain Robbe-Grillet reprenait souvent de Paul Valéry, dont vous êtes le biographe. Il y a deux dangers ne cessent de menacer le monde, l'ordre et le désordre. Et il ne faut pas s'étonner que dans les livres d'Alain Robbe-Grillet, qui a bien compris ça, c'est une lutte permanente entre l'ordre et le désordre, entre la raison, le désir de classement. Pour ceux qui ont lu La jalousie, par exemple, vous sentez cette lutte permanente entre l'envie d'ordre et le désordre qui s'immisce et qui fout tout en l'air. Et de plus en plus dans ces livres, d'ailleurs, c'est le récit se détraque par ce désordre qui finit par gagner, d'ailleurs. Il y a une autre citation qu'Alain Robbe-Grillet aimait évoquer, je crois que son père citait lorsqu'il se sentait un peu dérapé ou déraillé, qui était « J'ai des marchandises mal arrimées dans la tête », qui est une phrase de Kipling, un conte de Kipling, il a beaucoup lu les anglo-saxons, et ça nous dit aussi que bien sûr, oui, c'est ce qui se passe dans nos cerveaux à chacun, c'est ce qui se passe peut-être quand on écrit, quand on essaye de faire quelque chose, mais c'est aussi ce qui se passe dans la psyché particulière de Robbe-Grillet, qui ne se présentait, je crois, à aucun point de vue comme un parangon de normalité. Et son écriture est aussi une manière admirable d'intégrer la part de déraison et de folie qu'il y avait en lui,
d'obsessionnalité, voilà. etc. Toutes ces choses-là font partie de la fascination de l'œuvre. C'est une œuvre quand même sérieusement déviante. Et le nouveau roman, l'idéologie du nouveau roman a aussi été une façon très singulière de nommer un phénomène absolument subjectif, un délire bien à lui, qui tout d'un coup se trouvait habillé d'une étiquette qui le rendait à peu près acceptable. D'où les mouvements parfois de gauche et de droite de ces co-religionnaires embarqués dans l'aventure du nouveau roman, qui peut-être n'avaient pas exactement le même univers intérieur et fantasmatique que lui, et ne sentaient pas le monde fiche le camp de manière aussi brutale, aussi cinglante. Et ça, on le retrouve jusque dans les volumes de cette étrange autobiographie que sont les romanesques, où sa propre vie, elle-même, dans le récit, dérape et se défait. Entre fantasmes, justement. On ne sait plus où se trouvent les fantasmes, le vécu, etc., comme dans notre tête. Oui, je disais à Alain, dans le miroir qui revient, je suis la seule qui sait ce qui s'est vraiment passé et ce qui ne s'est pas passé, mais que tu as inventé. Et je trouve que ça continue à être vrai. Hein. Et dans Angélique de l'Enchantement, Benoît Peters voulait savoir s'il avait vraiment connu cette petite Angélique, et il n'a pas réussi à savoir. Mais vous m'avez dit la réponse déjà, mais je ne sais pas si c'est la vraie. C'est-à-dire que Alain pensait que la vie intellectuelle, ce qu'il avait imaginé, ce qu'il avait lu, avait tellement de force que c'était comme si c'était sa vie même. C'est pour ça que ça fait partie de sa vie, donc il le raconte comme si c'était réel. Et moi je sais que, bon... Mais pour faire la part des choses. Vous voulez dire quelque chose, Emmanuel? Non, dans ces romans, j'ai mis une archive. Je veux bien dire quelque chose. Ah, attends, non. Comme j'ai la parole et c'est rare, je vais... Je veux revenir sur une chose que Catherine a dite tout à l'heure, parce que je trouve que tout ça est extrêmement abstrait, et que Rob Grillet, c'était ni quelqu'un de très abstrait, et que son œuvre n'est pas si abstraite non plus. Catherine a dit tout à l'heure, le monde était très présent pour lui, et il y a une attention aux choses concrètes dans ses livres et dans sa vie qui était très importante. Mais les choses vraiment les plus matérielles, c'est-à-dire que justement, parce que quand on parle de cette histoire d'ordre et de désordre et de tension et de mouvement, de déstabilisation, de conflit entre l'ordre et l'ordre. Voilà, de conflit, il y a peut-être ce dérangement intérieur qui était le sien avec cette vie psychique très particulière, très fantasque, très fantasmatique. Bon. Et il y a la formation d'ingénieur agronome, celui qui regarde, le jardinier le disait tout à l'heure, qui va couper le caillou à la bonne dimension, qui connaît les noms de toutes les plantes, qui bricolait, il écrivait assez peu finalement dans une journée, il le disait lui-même, il disait moi j'ai pas écrit énormément de romans parce que j'étais occupée à vivre aussi, hein. J'avais des choses à faire, j'avais pas envie de produire comme ça tous les 2 ans, donc cette chose très concrète me paraît importante parce que l'idée c'est, il reçoit le monde peut-être trop violemment, c'est que tout existe très très fortement à ses yeux. Le moindre caillou, la moindre poussière, ça c'est quand même un cliché presque hein, sur l'hypersensibilité des artistes. L'héritage de la nausée aussi. L'héritage de la nausée, et même je dirais même d'avant, je dirais même des poètes romantiques. Tu vois, je remonterais, c'est par exemple des poètes romantiques et symbolistes. C'est un très grand lecteur de Mallarmé. Il connaissait tous les sonnets de Mallarmé par cœur. Et donc je reçois le monde de manière trop forte, il rentre en conflit avec mon imaginaire qui est un peu fantasque, parce que justement mon père a des marchandises mal arrimées dans la tête, etc. Et du coup je le ressors, je me projette, et ce que je vous livre c'est la manière, ce n'est pas une idée du réel, c'est mon idée du réel. C'est-à-dire la littérature de Rob Grillet, aussi curieux que ça puisse paraître, est une littérature extrêmement personnelle. C'est un individu qui projette sa conscience sur le réel. Il y a une partie très universelle aussi, c'est-à-dire qu'on est tous comme ça. Bah ça évidemment, plus tu parles du particulier et plus tu vas arriver à l'universel, tu vois, si tu es un grand artiste. Normalement. Cette forme-là, cette forme mouvante, c'est vraiment exact, c'est comme ça qu'on vit le monde, qu'on vit les choses. Par exemple, il parlait de cette mémoire, notre mémoire qui est travailleuse, constamment, c'est-à-dire qu'on transforme perpétuellement les choses. C'est ce qu'on retrouve dans ces livres, une transformation perpétuelle d'une histoire. Il part d'une histoire de quelques événements
qui ressassent comme ça, qui se ressassent, qui reviennent, qui se transforment, et on se dit mais il se fout de nous, il raconte mal, alors que c'est comme ça qu'on vit les choses. Nous aussi on est tous plus ou moins obsédés, c'est-à-dire qu'on pense aux mêmes choses, tiens je me projette, qu'est-ce que je vais faire demain, puis la répétition qu'on trouve ennuyeuse chez Alain Robbe-Grillet, mais tous les jours on prend le même chemin, on a la même voiture, et dans notre tête on repense toujours aux mêmes choses. Sa poétique reprend cette logique-là. Mais il faut quand même pas le tirer, Catherine disait tout à l'heure, il n'était pas convenable. Oui, je veux pas. Voilà, il avait dans la n'est pas celle de tout le monde. Exact, il avait des choses dans la tête qui étaient quand même. Mais moi je parle de la forme, très donner spéciale, accès à ces livres. Donc bien sûr, après il y a le contenu, on va dire, mais c'est assez abstrait tout ce qu'on dit là, hein, terriblement abstrait. Alors que lui, au contraire, était dans la présence du monde très forte. Il y a des scènes, enfin bon, je ne vais pas me mettre, mais par exemple dans Le Miroir qui revient, il y a sur une côte bretonne, la nuit arrive. Et des petites filles longent la plage et la nuit tombe, il fait froid, il y a du vent, et peu à peu elles avancent dans la nuit et on a peur avec elles. Et il y a une présence de ce monde et de peut-être des fantômes qui vont arriver, et on y est, et on a peur avec les petites filles parce que cette présence est d'une telle force et une telle réalité que c'est pas... La littérature d'Alain, elle n'est pas du tout abstraite, absolument pas. Si la bêtise c'est de conclure, là, je trouve que c'est bien conclu et pas bête. Donc je dément Flaubert. Ça se termine bien. Alors, la suite est pour finir. En réalité, les œuvres des années 70 ou 80 ne sont pas encore admises. Et moi j'attache une grande importance à cette période-là, qui pourtant, à l'heure actuelle, je vois bien tous les acheteurs veulent toujours ou les premiers livres des années 50 ou les romanesques. Comme si toute cette période fondamentale qu'il y a eu entre les deux était moins importante. Or, ce sont souvent des livres qui ont eu plus de succès. Dans Le Labyrinthe a eu un certain succès, à La Maison de Rendez-vous, le livre suivant, a eu énormément de succès. C'est pas du tout des sous-produits de la première époque. Il y a un épanouissement, au contraire. Et je précise qu'il y a un détournement sur ce tout petit bout-là d'épanouissement. Il parle en fait de l'œuvre d'Antonioni, mais je pense que ça marche pour la sienne aussi. Et tous les journaux parlent de l'autobiographie de Robbe-Grillet. Alors, bien entendu, Alain Robbe-Grillet ne pouvait pas faire une autobiographie classique. Elle est évidemment pleine de pièges, son autobiographie. C'est-à-dire qu'il y a des choses vraies, des choses fausses, des choses à moitié vraies, des choses à moitié fausses. Et pas du tout un retour à, comme ça a été dit par mes ennemis, parce qu'il y avait peut-être un déséquilibre dans Le Miroir qui revient, où les souvenirs familiaux... Où il nous parle de son grand-père, de son papa, de sa maman. Ont peut-être trop d'importance. Mais je voulais faire ça comme ça pour que ce soit progressivement que le système de l'autobiographie se détraque. Quoi. De toute façon, les romanesques sont vraiment une trilogie, c'est vraiment un ensemble. Et je crois aujourd'hui que les 3 livres sont parus, on doit vraiment les lire dans cette totalité. Oui, mais celui que je préfère, c'est le dernier, c'est l'Angélique, mais surtout les derniers jours de Corinthe. Où il dit « je », il dit en parlant de lui. Et donc là, la réintroduction d'un personnage qui non seulement dit « je », mais qui est ouvertement « moi », qui porte mon propre nom, pas par moment, hein, par moment, c'est moi, mais il porte d'autres noms par moment. C'est en réalité une instance de plus qui va compliquer encore les luttes à l'intérieur du texte. Alors c'est un peu ce que vous avez vécu sûrement, mais ce que vous avez rêvé, ce que vous avez fantasmé, ce que vous avez écrit, autrement dit le vécu et puis l'imaginaire et le fantasme, c'est un peu tout dans ce bon, je ne vous demanderai pas ce qui est vrai ou pas vrai, parce que je m'en fiche finalement. Ce qui est intéressant, c'est que ça fasse de la littérature, c'est vrai. Mais vous voulez savoir si c'est vrai ou pas? Ah, quand même. ça devient un running gag, ça. Voilà, dernière partie pour parler de la bibliofilmographie, comme on peut l'appeler peut-être, que je vais afficher là. Et j'en profite pour remercier ma graphiste ici présente, Marie-Lou Rosroca, qui m'a gentiment fait cette frise. Chargée, vous voyez, hein, chargée. Mais voilà, dans tout ça, dans toute l'œuvre, qu'est-ce que vous auriez à dire? Qu'est-ce que vous conseilleriez?
pour aborder Robbe-Grillet. Bon, bien sûr, il resterait à dire tellement de choses, mais bon. Je précise, j'ai une petite erreur. Le glissement progressif du plaisir, il y a DS, glissement et progressif. C'est pas au singulier, c'est au pluriel. À part ça, voilà, en rouge, c'est les essais, en bleu, c'est les romans, en dessous, c'est les films, les ciné-romans, un genre qu'il a inventé. C'est en jaune, sous les titres des films. Voilà, entre tout ça. Alors, je me souviens, Catherine, dans On n'est pas couché, parce que je regarde des émissions qu'il faut, vous conseillez aux lecteurs novices de commencer par Les Gommes. S'il y avait un livre à lire. Non, c'est-à-dire que Les Gommes est un livre facile, la trame policière, effectivement. Est-ce que c'est vraiment le caractéristique du Robbe-Grillet? Je ne dirais pas ça, c'est ce qui est le plus facile à lire. Bon, ce qui est le plus plaisant pour moi, c'est Le Miroir qui revient, où effectivement, il y a toute son enfance, tellement touchante, ses rapports avec la Bretagne. Je crois que c'est une autre porte d'entrée. Je pense une très bonne porte d'entrée, parce qu'elle mélange déjà justement cette fantasmation, elle mélange des fantasmes, tout ça, et les souvenirs, pour moi c'est très bon. Et pour ceux qui sont vraiment des fanas et qui lisent tous les livres d'Alain, la reprise, sûrement. Bon, vous n'avez pas parlé d'une dernière œuvre qui a fait beaucoup de scandale, qui s'appelle Le roman sentimental. Non, oui, effectivement. Bon, alors évidemment, Alain disait que c'est une œuvre à la fois sadomasochiste, incestueuse, sadique, enfin tout, quoi, il a tout mis. Alors il disait qu'il ne fallait pas les mettre dans les œuvres de Robbe-Grillet, que c'était quelque chose qui était tout à fait à part, que c'était un livre qu'il avait écrit, c'était un livre de combat. D'où la couleur différente. C'était un livre de combat contre la censure, parce qu'il avait l'impression que de plus en plus on ne pouvait plus écrire ce qu'on voulait. Il disait, on n'a pas le droit de faire, mais on a le droit de dire. Voilà. Parce qu'il y avait eu, enfin bon, c'est peut-être pas la peine que je m'étende, mais il y avait eu un problème. C'était à une exposition à Bordeaux. Et les deux commissaires, qui étaient des femmes, avaient eu un procès. Ça s'appelait Présumé innocent. Et elles avaient eu des procès parce que c'était autour des enfants auxquels on pensait. Enfin bon. Et Alain a décidé d'écrire un livre de combat. Mais pour lui, effectivement, c'était pas. Et il a fait exprès, très violent, très. Comment dire. Je vous dis, c'est quelque chose qui est irrecevable dans un certain sens. Et il l'a fait à titre, oui, de combat pour la liberté d'expression. C'est-à-dire, on peut tout dire, on ne peut pas tout faire. On ne peut même rien faire. Pour accéder à l'œuvre, il disait même, il revendiquait aussi le droit au fantasme, qu'effectivement, c'est pas parce qu'on écrit dans un livre qu'on va le faire, et au contraire, il disait même que d'écrire, par exemple, des fantasmes très transgressifs dans des livres permettait de fréquenter ces fantasmes et ces monstres qu'on a pour moins passer à l'acte, par exemple. Très vite, pour accéder à l'œuvre de Robbe-Grillet, Robbe-Grillet disait lui-même, ça dépend de l'état, quand on demandait à Robbe-Grillet par où commencer, il disait ça dépend déjà de l'état de civilisation personnelle. Est-ce qu'on a lu Kafka, Faulkner, etc. Moi j'estime qu'on peut commencer directement par Robbe-Grillet, même si Kafka effectivement était son grand auteur. Voilà, effectivement, la période des années 70, numérotée en 2 ici, est plus difficile d'accès peut-être aujourd'hui, parce que plus ludique, beaucoup plus... Bon, bref. La première est la plus connue, et la troisième période, là, les romanesques, sont vraiment, je trouve, moi, très savoureuses, particulièrement pour un lecteur qui commencerait par... Oui, je voudrais dire une petite chose un peu différente. Moi, je garde une tendresse très particulière pour Le Voyeur et la jalousie, peut-être par le moment où je les ai lus, où ils m'ont résisté, où ils m'ont formé, où ils m'ont aidé à écrire. Ce sont des livres extrêmement chargés fantasmatiquement, extrêmement chargés sexuellement, mais dans une forme de retrait. Ce sont des livres qui se masquent eux-mêmes sans arrêt, de même que je suis plus sensible à la charge érotique des premiers films en noir et blanc, Marianne Bade, L'Immortel, L'Homme qui ment, qu'à la venue de la couleur, qui a été la venue de l'explicite et de la représentation et de la nudité massive, etc. Il me semble que la charge qu'il y a, la charge d'impossible, la charge transgressive d'Alain, de l'œuvre d'Alain Robbe-Grillet, est souvent, pour moi, plus forte
quand elle rencontre quelque chose qui la recouvre. Et c'est ce que Blanchot, dans un texte qui reste pour moi peut-être le plus beau qui a été écrit sur Rob Grillet, dans le texte sur le voyeur, moins célèbre que les articles de Barthes au même moment, dit « D'où vient cette étrange lumière qui baigne le voyeur? D'où vient cette étrange lumière qui vient l'œuvre, qui baigne toute l'œuvre de Rob Grillet dans cette période où ce qu'il a de plus transgressif n'est pas passé encore dans l'explicite. » Alors, peut-être qu'on pourrait reprendre la parole, je crois c'est de Breton, la beauté sera érotique voilée, ou ne sera pas. C'est de qui ça? Breton. Breton, traduit par Catherine. Oui, parce qu'elle est surtout convulsive. Elle est convulsive, il ne sera pas. Mais convulsive, ça va très bien. Il y a érotique voilée, non? Il n'y a pas érotique voilée? D'abord, disait la beauté sera deux situations. Donc là, on est en pleine beauté. Comment? Comment convulsive va très bien. Convulsive, oui. Aussi. Emmanuel, des conseils de... Alors, moi je dirais que pour les gens qui ne connaissent pas Rob Grillet, qui sont désireux de découvrir son œuvre et aussi sa personne et sa grande drôlerie, je dirais qu'il faut commencer par Le Miroir qui revient, qui est vraiment un livre délicieux, facile, plein d'esprit, débordant d'intelligence, de culture, où en plus il revient sur... ça c'est très important parce qu'un écrivain se nourrit de ses lectures. Hein. Et Rob Grillet, dans les années 70, a été invité dans des universités, principalement américaines, pour faire des cours sur lui. C'est pour ça qu'il disait « je suis professeur de moi-même ». Mais il faisait aussi des cours sur les autres. Et donc il avait des fiches, il avait des notes. Et apparemment, c'était un professeur extraordinaire, vraiment très apprécié. Et il a reversé aussi dans le Miroir qui revient ses lectures formatrices. Donc les choses qu'il a lues quand il était enfant, et puis aussi les lectures de ses contemporains. Par exemple, il fait une lecture de L'Amant de Marguerite Duras qui est magistrale. Donc c'est un livre formidable. Il parle de son père, de sa mère, de Catherine, enfin on a tout. Après, pour rentrer un peu plus dans l'expérience et la particularité de cette œuvre, moi je conseillerais La Jalousie, parce que c'est un livre qui hypnotise son lecteur en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais c'est très très particulier. On peut être découragé par les premières pages, mais si on accepte, c'est ce qu'il disait, hein, il veut un lecteur qui se laisse faire en fait, Rob Grillet, qui se laisse promener dans le bouquin. Si on accepte de se laisser faire, on va rentrer dans cette chose complètement hypnotique et c'est une expérience de lecture formidable. Et puis enfin, il y a ce petit livre auquel j'avais eu le plaisir de participer comme petite main, qui s'appelle Le Voyageur, qui existe en poche, qui est un recueil à la fois des textes que Rob Grillet a pu publier, soit dans la presse, soit en préface, notamment en préface au catalogue d'exposition, parce qu'il aimait beaucoup la peinture, donc il a écrit des textes sur des peintres, des choses comme ça, et puis les entretiens. Et là, vous en avez eu un petit aperçu grâce aux archives de Karl. Rob Grillet en entretien, c'était quelque chose. Enfin, c'est un boxeur sur le ring, quoi. Tout le monde sort en miettes, c'est absolument extraordinaire. Donc je vous conseille ça parce que c'est vraiment extrêmement drôle. C'est un festival à la fois de choses très abstraites et très intellectuelles, et puis de choses extrêmement malignes, malicieuses, concrètes. Et je précise effectivement que l'œuvre, je disais que l'œuvre de Rob Grillet, c'était l'œuvre romanesque, c'était pas lui peut-être, mais en tout cas l'œuvre théorique par exemple, il n'en est pas resté pour un nouveau roman. Il faut savoir d'ailleurs, il n'a jamais commis d'autres livres théoriques parce que ce livre a été, comment dire, il y a eu beaucoup de simplification de sa pensée à cause des propres simplifications théoriques qui étaient les siennes. C'est lui qui a simplifié. Tout à fait. Donc ce livre-là passionnant est beaucoup plus subtil, beaucoup plus que pour un nouveau roman, même si j'aime beaucoup pour un nouveau roman aussi. Et ce que je voulais dire, c'est que tout à l'heure, vous avez parlé d'un Miroir qui revient, il y a une suite. Il y a 2 autres volumes autobiographiques où justement ça se détraque. Vous pouvez laisser un tout petit peu ?
Ça se détraque. Et là, du coup, on entre dans Robbe-Grillet. À la fois, il y a ce livre très, très savoureux qui est Le Miroir qui revient. Et si vraiment on accroche, on peut continuer avec Angélique Auchantement, où là, on a accès à ces fantasmes, justement, transgressifs. Puis le troisième. Et ensemble, ça se dérègle de plus en plus. Et c'est du Robbe-Grillet. Il faut quand même casser le morceau du transgressif dont on parle physiquement depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que Robbe-Grillet avait le goût des très jeunes filles. Très jeunes filles. Très jeunes. C'est-à-dire de ce que Nabokov appelait les nymphètes. Hein, la Lolita. Voilà. C'est d'ailleurs ce titre-là qui m'a épousé parce qu'effectivement, vous aviez l'air quand il m'a épousé, j'avais l'air d'avoir 12 ans pratiquement. Et non seulement il avait le goût des très jeunes filles, mais il avait des fantasmes qui étaient des fantasmes sadiques, hein, qui étaient des fantasmes de maltraitance physique. Tout à fait. Mais voilà. Donc parce que depuis tout à l'heure on dit c'est transgressif et tout, mais enfin bon c'est très précis hein, comme transgression. C'est voilà, on parle de sadisme. Mais pour ceux qui s'en fâcheraient, sado-érotisme sur de jeunes. Pour ceux qui s'en fâcheraient, j'ai un document inédit. J'ai un défenseur. D'ailleurs j'en parle dans Alain. Ah, voilà, j'allais conseiller la dernière lecture qui est parce que bon qui est le livre de Catherine. Que Catherine donc pardonnez-moi hein, Catherine a entrepris donc après la mort d'Alain. Et qui prend la forme d'un abécédaire, donc il y a des entrées, et justement on retrouve les choses très concrètes, c'est-à-dire vous tirez des fils presque anodins, il y a une entrée œuf d'ailleurs, je crois, vous voyez les œufs tout à l'heure, et voilà, et à chaque fois Catherine tire un fil, comme elle part d'une chose comme ça, de la vie quotidienne, un peu insignifiante en apparence, et elle tire le fil, et ça fait un portrait, une mosaïque comme ça. Et enfin, je m'excuse de le dire devant elle, mais c'est un très beau livre. C'est un livre très, très émouvant et très évocateur. Et il y a effectivement la partie transgressive d'Alain. Il y a, par exemple, le contrat qu'il m'avait proposé, qui s'appelait contrat de prostitution conjugale. Et là, tout y est. Et c'est très bien écrit. C'est beaucoup mieux que 51 degrés. Hein. Pour terminer, parce qu'il faut terminer, je ne pensais pas terminer là-dessus, mais pour ceux que ça choquerait, effectivement, ces petites filles, Lolita, etc., j'ai un bon défenseur d'Alain, un peu inattendu. Nabokov, Lolita et... Mais ce qui semble aujourd'hui de voir que la littérature, ce livre peut poser problème, en tout cas, si on ne dissocie pas la littérature d'un côté, de la société de l'autre, parce que c'est oui, vous savez, pose problème à qui? Ou qui s'exprime comme ça? La littérature, c'est la littérature, c'est le domaine de la liberté. Voilà. Merci. On m'a dit que c'était fou de faire ça, mais je vous propose de faire une petite pause pour aller aux toilettes éventuellement ou autre chose. Et pour ceux qui sont vraiment motivés, et je vous encourage à l'être, à revenir nous poser quelques questions, pas longtemps, 20 minutes peut-être, voilà, dans 5 minutes, on peut faire un vote, hein, si ça vous intéresse pas, si. Vous n'êtes pas obligé de sortir, hein. Non, vous n'êtes pas obligé de sortir, vous pouvez rester, hein. Oui, non, il faut faire aller. Ah, j'adore la démocratie. Alors, allez. Alors moi j'aimerais poser une question. Voilà, ceux qui veulent pas. Non, je crois pas. Il y a un micro, je crois qu'il y a quelqu'un. Non, attendez. Monsieur Peters, au début vous avez dit quelque chose que j'aimerais bien que vous élaboriez en disant que, enfin si j'ai bien compris, Robbe-Grillet est l'ennemi de Robbe-Grillet. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Je veux dire que tout auteur qui se commente beaucoup lui-même et qui a eu beaucoup l'occasion de le faire, c'est aussi le cas de Paul Valéry, risque à un moment de recouvrir de la brillance de son discours la complexité de son œuvre. Et je crois que Robbe-Grillet était très conscient de cette chose, il en jouait, mais aujourd'hui qu'il n'est plus là, il faut laisser aussi les livres vivre leur vie posthume sans lui, c'est-à-dire les relire quelquefois sans ce qu'en dit Robbe-Grillet. Vous savez, tout écrivain, par exemple, va vous dire « ce livre-ci a été une étape importante pour telle raison » ou « je le préfère à celui-là ». À un moment, retrouvons ce qu'on appelait le texte et qui est quelque chose que nous pouvons lire en tant que lecteur avec un pouvoir souverain. Et au fond, dire ça, ce n'est pas contredire Robbe-Grillet, c'est le prendre au mot, c'est le prendre au sérieux. Je dis ça avec toute l'admiration que j'ai pour son discours, que j'ai recueilli notamment dans de longs entretiens filmés. C'est un des écrivains qui a parlé le plus intelligemment de son œuvre, et c'est probablement ce qui rend son discours quelquefois dangereux.
dans mes fantasmes, j'avais l'idée de conclure même cette soirée par réaborder Alain Robbe-Grillet par l'œuvre complète et vous-même. Ça résume un peu ce que tu voulais dire. Comme quoi je vous dis, on est vraiment en fantasme. Hein.